Madame, Monsieur, bonsoir. L'image a fait le tour du monde. L'ancien président et candidat à l'élection Donald Trump échappe de justesse, voire miraculeusement, à une tentative d'assassinat lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie à 4 mois de la présidentielle. C'était samedi. Nous devons rester unis, dixit cette fois le président Joe Biden sur X en s'adressant aux Américains. Le tireur, dont l'appartenance politique reste floue, a été abattu après avoir blessé Donald Trump donc à l'oreille, tué un pompier et blessé grièvement 2 autres personnes. Il aurait agi, selon le FBI, seul, et les motifs de son geste restent encore inconnus. Mais beaucoup de questions ont surgi sur le dispositif de sécurité, des failles qui auraient pu coûter la vie au président Trump et pousser l'Amérique vers une guerre civile. Tous les regards sont désormais tournés vers Milwaukee, dans le Wisconsin. Malgré une blessure par balle donc à l'oreille, l'ancien président des États-Unis y est aujourd'hui pour la convention des Républicains qui doivent officiellement le désigner comme leur candidat à la présidentielle. De l'avis de plusieurs politologues américains, si cette élection présidentielle avait lieu demain, Donald Trump serait élu président des États-Unis d'Amérique. Et l'histoire confirme ces thèses, puisque Franklin Roosevelt ou encore Reagan peuvent en attester. Les dérapages du président Biden au sommet de l'OTAN à Washington la semaine dernière pénalisent davantage son parti. Et en parlant de l'Alliance Atlantique, l'OTAN va enfin ouvrir un centre de commandement en Allemagne pour aider l'Ukraine. De son côté, Washington va déployer des missiles longue portée d'ici 2026, toujours en Allemagne. Mais au sein de l'Alliance, le potentiel retour de Donald Trump au pouvoir inquiète déjà. J'accueille pour le débat de ce soir l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Il est également expert et analyste en stratégie internationale, professeur Nezar Dardabi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija. Se joint à nous depuis Washington, l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir Calvin. Bonsoir. Comment se portent les États-Unis au lendemain de cette tentative d'assassinat contre le président Trump? C'est un moment inédit parce que la dernière fois qu'il y avait une tentative contre un président ou un ancien président, il y a 43 ans, contre le président à l'époque, Ronald Reagan. Alors, c'est un moment difficile, c'est un moment où la réflexion sur la violence politique, et nous sommes aussi en pleine campagne. La convention républicaine commence aujourd'hui. Alors, le challenge pour nous, c'est de comment faire face à la violence politique, de changer le rhétorique politique, mais à la fois faire campagne, qui est par définition politique. Ça, c'est vraiment un défi. Oui. Alors, vous avez parlé justement de l'histoire, de l'historique des tentatives d'assassinat de présidents américains, ou candidats d'ailleurs, comme le cas de Franklin Roosevelt. Les tentatives d'assassinat de présidents, il faut quand même noter qu'il y en a eu 7 depuis Abraham Lincoln, Donald Trump compris. Ce qui est intéressant de voir, colonel Saoud, je vous interpelle là-dessus, c'est que la majorité, donc 6 sur 7, sont républicains. C'est exact. Comme vous l'avez dit, le 19e siècle, on a connu quand même celui d'Abraham Lincoln, vous l'avez dit, 1865, 1881, James Garfield, et on sort au 20e siècle, 1901, c'est McKinley. En 1963, c'est John Kennedy, 75, Gerald Ford, Reagan en 81, donc le 20e siècle a été quand même plein de ces tentatives d'assassinat. Et nous voilà maintenant au 21e siècle dans son petit quart. Voilà un ex et probablement futur président des États-Unis qui était l'objet de ces tentatives d'assassinat. Oui. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, je le souligne, parce que c'est quand même, à part John Kennedy, qui était le seul démocrate, toutes les autres tentatives d'assassinat visaient des républicains. C'est une coïncidence ? Vous savez, le contexte historique et politique du moment change.
C'est peut-être ça qui... Pourtant, ce sont les républicains qui défendent le port d'armes. Oui, le deuxième amendement, il date du XVIIIe siècle, c'est pas maintenant. Oui. Et donc, cette affaire d'armes aussi, c'est un élément exacerbant. Songez qu'il y a 400 millions d'armes détenues par des citoyens sur une population de 340 millions. Le père de l'assaillant a été quand même retrouvé avec une vingtaine d'armes aussi. Oui. Qu'est-ce que l'on sait de ce jeune homme qui n'a pas plus de 20 ans, qui a quand même tenté de mettre fin? Et avant de parler de l'assaillant, juste sur l'angle de tir, si Donald Trump venait à tourner la tête de 20 degrés, professeur Derdabi, il ne serait plus là. Est-ce qu'on a évité, peut-être le pire a été évité pour les États-Unis? Probablement. Je pense que c'est un coup du destin. Le tir a été effectué à une distance de 150 mètres. 150 mètres, c'est la distance à laquelle tous les militaires, normalement, atteignent leurs objectifs. Alors le jeune qui est étiqueté républicain, mais avec quelques points d'interrogation, c'est un jeune donc, qui utilise son arme comme tous les citoyens américains. Oui. Et on sait toute la difficulté on a parlé de failles, de négligence, etc. Il y en a, je pense qu'on va en discuter, mais il y a un fait qu'aux États-Unis, tout citoyen est suspect de devenir tueur, de devenir criminel par la profusion des armes et par la facilité d'utiliser et de manipuler les armes. Comme je vous l'ai dit, un tireur professionnel, pour lui, c'est un jeu d'enfant de tirer une cible à 150 mètres. Pour un amateur qui s'entraîne chaque semaine, ce qui est possible aux États-Unis, c'est aussi un jeu d'enfant. Donc ça rend un peu plus difficile la mission des services de sécurité, mais ça n'empêche pas qu'il y a énormément de failles. Est-ce qu'il y a des failles ou peut-être que l'assaillant avait, selon d'ailleurs un sniper canadien qui a été relayé par les médias américains, après c'est une théorie comme d'autres, mais il n'aurait pas pu agir seul? Je n'y crois pas, tout simplement parce que pour moi la faille, on ne peut pas permettre à ce qu'un meeting présidentiel pour les élections des États-Unis, avec une personnalité clivante, polarisante comme Trump, on connaît son caractère, on sait que c'est quelqu'un soit qu'il est aimé, adulé par ses partisans, soit qu'il est détesté par les autres. Et donc, laisser un point dominant, un point haut à 150 mètres d'une cible, c'est une erreur flagrante des services américains. D'où vient cette erreur? Parce qu'on connaît quand même les services américains, l'efficacité de ces derniers. Comment on a pu laisser un toit accessible d'abord et libre, et c'est 150 mètres, je veux dire, ce n'est pas non plus très loin. Comment on a pu laisser... C'est une erreur de débutant, j'ai envie de dire, alors que ce sont quand même des services qui ont démontré leur agilité, leur efficience, leur efficacité. Théorique. Face aux différentes menaces. Je m'explique. Oui. Comme je vous l'ai dit, avec un œil d'analyste, oui. Pour moi, c'est une erreur flagrante. Oui. Comme je l'ai dit, on ne laisse pas un point dominant à côté d'un meeting, à côté d'une cible, quelle qu'elle soit, sans que ce point dominant, qu'il ait une reconnaissance et qu'on tienne ce point. Ça veut dire un point dominant, on ne le laisse pas comme ça, libre d'accès à n'importe qui. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un autre point qui est très important, qui est le point de l'anticipation des services de renseignement. Il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique ont 16 agences de renseignement. Oui. Les pays en général ont 3 ou 4 agences, c'est le système classique, agence de sécurité extérieure, intérieure, renseignement militaire. Les Américains ont 16 agences de renseignement, avec une patronne à la tête, Mme Avril Haines, qui a été nommée après, cette réforme a été faite après le 11 septembre pour qu'il n'y ait plus de failles dans le domaine du renseignement. Ça, c'est une faille flagrante. On ne peut pas se permettre d'avoir un meeting comme ça qui n'ait pas d'anticipation. Il y a un autre point aussi qui est la coordination interservices. On sait que c'est le service, le Secret Service, donc une agence des services de renseignement qui assure la sécurité de chaque candidat. Dirigée là aussi par une femme. Exactement. Kimberly Shiro. Mais sur le terrain, c'est que le meeting a eu lieu dans un État où il y a une police d'État, où il y a une police de la ville, et je pense qu'il y a eu un manque de coordination entre les différents services, mais la responsabilité revient d'abord
aux services de renseignement. Et un dernier point pour moi qui est très significatif de la faiblesse du dispositif de sécurité, c'est que la menace est venue d'une menace statique. C'est-à-dire que la personne, ce jeune homme de 20 ans, a eu le temps de se mettre dans un toit, de régler son arme, de tirer. Donc c'est une cible, plutôt, c'est une menace statique qui est facile à repérer normalement. Quand on aurait été vigile, si c'était un drone, là c'est beaucoup plus difficile. S'il y avait eu un drone, c'est plus difficile à appréhender. Une menace statique, pour moi, c'est impardonnable. Et je pense qu'il va y avoir du ménage dans les services américains dans les prochains jours. Alors, la directrice du Secret Service a dit avoir confiance dans le plan de sécurité mis en place, qui a été revu, je cite, et renforcé à la suite de la fusillade de samedi. Bon, c'était à la suite, hein, donc... Colonel Saoud, je suis sûre que vous avez quelque chose à ajouter sur le dispositif de sécurité américain. Et quelle image aussi donne-t-on au monde de cette Amérique? C'est les États-Unis, une enquête est en cours. Oui. On peut ergoter, on a le droit. J'ajouterais peut-être que c'est une réunion qui était presque dans la campagne. Oui, c'est dans la campagne. C'est un meeting de campagne. Où le FBI n'est pas implanté, mais ils peuvent l'employer. La reconnaissance, je pense qu'elle a été faite dans la précipitation. Vous savez, quand vous voulez Trump, vous voulez assister à un meeting, vous enregistrez par Internet. Et vous recevez une convocation. Et vous passez le portique de sécurité. Dans les portiques de sécurité. L'assaillant-là, on ne sait pas s'il a été invité ou pas, c'est une autre affaire. Mais là où c'est grave, c'est que le dispositif n'a pas été gelé dans les temps. C'était 2 heures, il faut beaucoup plus. D'accord. Il faut beaucoup plus. Deuxièmement, il a été signalé par des gens. Et il a été en visuel avec le contre-sniper. Il faut le souligner, c'est très important. Parce que, vous savez, tuer des hommes aux États-Unis, ça coûte cher, il faut le signaler en termes de réparation. Il a fallu qu'il coordonne avec les autres pour qu'il tire, mais après les 42 secondes de l'autre. Donc, il y a... Et quand on parle de potentiel acte, de ce qu'évoque le Bureau d'investigation fédérale, le FBI... un acte de terrorisme interne. C'est nouveau quand même de parler de terrorisme interne aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais c'est un langage qui a déjà été utilisé, terrorisme intérieur. Il a été utilisé. J'ajoute une chose, c'est que dans une manifestation comme ça, il faut de la couverture aérienne, au moins des drones, pour la surveillance, pour balayer l'espace. On aurait pu, d'autant plus que là, la cible majeure, il était à portée des armes. Donc il y a ce problème de coordination. Il y a évidemment le local, les renforts, les autorités et le renseignement qui n'a pas été fluide pour éviter de tels... Mais l'enquête, encore une fois, est en cours et elle apportera des éléments nouveaux. Moi, je veux plus d'éléments sur ce Thomas Matthew Crooks, donc l'assaillant, celui qui a tiré sur Donald Trump, à peine 20 ans. Bon, il fréquente un club de tir de précision, il faut le préciser quand même, originaire de Pennsylvanie. L'appartenance politique, Colvin, de Thomas Crooks, ça a été évoqué un peu plus tôt par professeur Derdabi. Il est républicain, mais peut-être un commentaire sur son appartenance politique. Oui, le problème, c'est que c'est pas tout à fait clair si le fait qu'il est membre du Parti républicain, que ça nous dit quelque chose sur ses motivations. Par exemple, il y a des cas, je crois que je l'ai fait pendant que j'étais à la fac, pour voter dans une élection primaire pour l'autre parti, pour peut-être soutenir un candidat qui n'était pas Trump, par exemple. Il pouvait s'inscrire au Parti républicain pour voter.
Alors, aux États-Unis, parce que d'être membre d'un parti n'est pas quelque chose si fort, si officiel, et il n'y a pas vraiment beaucoup de meaning dans ça. Et aussi, je veux souligner que malheureusement, à cause de phénomènes, de problèmes avec des armes, la majorité du cas, c'est des gens avec des problèmes. On se souvient que pour Ronald Reagan, le tireur, il l'a fait pour attirer l'attention de l'actrice Jodie Foster. Et à l'époque, on pensait que c'était parce que Ronald Reagan était très conservateur. Il dit qu'il allait changer complètement le paysage américain. Et on pensait que le jeune tireur, que c'était parce qu'il était démocrate et libéral, il était. Mais non, il avait des problèmes. Alors, on ne sait pas exactement pourquoi et ça va être difficile de vraiment savoir la motivation du tireur. Alors, la motivation, on ne la connaît pas. L'appartenance politique, elle est d'autant plus floue que, certes, il a une carte d'appartenance du côté républicain, mais qu'il a levé des fonds aussi pour les démocrates. Donc, vraiment, c'est très, très flou. Mais ce qu'on sait, et c'est ce qui a été annoncé, c'est qu'on a quand même retrouvé une vingtaine d'armes chez son père. Donc, ce sont quand même une famille qui a, comme beaucoup de familles américaines, qui a tout simplement des armes chez elle à la maison. Le président Biden, dans une réaction un peu tardive, appelle les Américains à s'unir en tant que nation. Quels sont les risques de dissonance au sein de... Enfin, la dissonance est déjà existante, mais en tout cas, pourquoi appeler les Américains à s'unir en sachant que le pire, justement, a été évité, de justesse? Oui, et une chose, je veux souligner sur notre système, sur les contributions à un parti politique. Je crois que c'était $15 à peu près que le tireur avait donné. Dans notre système, s'il y a une fête, un événement avec nourriture, la bouffe, boisson, et c'est le sponsor, c'est un parti politique. Si je participe à l'événement, c'est enregistré comme contribution à un parti politique. Alors peut-être il a été à une fête avec un de ses amis. C'est notre système. Mais pour la question de l'unification, c'est ironique maintenant parce que sans doute, Trump, il est l'auteur de l'atmosphère politique ici aux États-Unis avec son langage, avec ses menaces. Mais maintenant, parce qu'il est le victime, il est l'auteur de l'unification. Il a dit dans son interview après samedi que le focus de son discours va être l'unification. Et maintenant, Joe Biden et sa campagne est en train de reformer leur message pour ne pas attaquer Donald Trump. Et ça va être vraiment difficile parce que maintenant, le message provenant du Parti républicain, c'est qu'il faut changer notre langage, qu'il faut que Biden change son langage, parce que cette semaine, c'est vrai, il a dit que Donald Trump devrait être le cible dans la ligne de mire pour les démocrates. C'était pas son intention, littéralement. Bon, après, c'est une coïncidence assez... oui, vous faites bien de le relever, oui. Mais c'est une coïncidence. Ce message adressé par le président sortant aux démocrates et surtout qu'il y a même dans les éléments de langage l'organe qui a été touché, donc la tête, ou bull's-eye, si ma mémoire est bonne. Mais oui. L'idée, ce n'est pas effectivement, c'est une coïncidence troublante, mais pourquoi appeler à unifier les rangs des Américains alors que depuis quelque temps, jamais la société américaine n'a été aussi divisée, polarisée? Est-ce que c'est que de la faute de Trump, ce que vous disiez, Calvin Dark? Moi, je crois que la majorité de la responsabilité, c'est à Trump. Mais le focus du républicain de Trump sur l'unification maintenant, c'est parce que Joe Biden a dit, après le mandat d'Obama, après la mort de son fils, c'était la fin de sa carrière politique. Mais il a dit qu'il a pris la décision d'être candidat contre Donald Trump en
2020 pour sauver la nation, pour l'unification de la nation, parce que Donald Trump était l'auteur de toute la division qu'on a. Mais maintenant, le pays est encore très, très divisé. Et Trump, il utilise ça pour dire que même Biden, il a dit que son but, c'était d'unifier le pays. Mais maintenant, on est dans une situation pire. Et c'est à cause du langage de Biden quand il dit que je suis fasciste. Que si je gagne les élections, c'est la fin de la Constitution et la démocratie. Le problème, c'est que Biden, il répète les mots de Trump, mais parce que Trump est le victime maintenant, il a la crédibilité sur l'unification. Et je ne sais pas comment Biden et sa campagne vont reformer leur message. Quel impact réel, puisqu'on parle de balles, quel impact réel sur la campagne présidentielle? Une campagne déjà qui n'est pas comme les autres, mais là encore plus. Ça donne un nouveau souffle, à la campagne du président Trump, et deux, ça quand même assomme un peu la campagne déjà à genoux de Biden. Oui, absolument, professeur Dardabi. C'est sûr que cette tentative d'assassinat change grandement les choses pour Donald Trump. Beaucoup. Je voudrais commencer par mon analyse par dire que peut-être qu'on est passé à côté d'une guerre civile. Ça a été relayé beaucoup par des Américains sur les réseaux sociaux. Si Trump avait été tué, malheureusement, on n'est ni avec le camp républicain ni avec le camp démocrate, mais ça aurait été une tragédie pour les États-Unis, pour le monde. On sait la polarisation qu'il existe actuellement aux États-Unis. Ça aurait ouvert toutes les voies. On se rappelle ce qui s'était passé avec l'attaque du Capitole. On sait qu'il y a des forces très agressives, violentes aux États-Unis sur le sujet de tout ce qui est idéologique, tout ce qui est partisan. Mais ça va des deux côtés. Hein. Ça va des antifas aux white supremacists. Oui, tout à fait. Donc on a les deux extrêmes qui sont tous les deux violents et extrêmes. Donc comme le nom l'indique. C'est ce qu'a dit très bien Calvin, c'est qu'il y a une polarisation qui est historique. Il y a eu des événements aux États-Unis où le paysage, la scène politique a été polarisée, mais je pense jamais avec les extrêmes que l'on voit actuellement, comme vous l'avez bien souligné. Même la gauche, on n'a eu jamais d'extrême gauche qui avait assez de soutien auprès d'une base populaire importante. Pour revenir à votre question, il y a un momentum qui est très, on va dire, dans les intérêts de Trump et des républicains. Oui. Donc, il y a eu tout d'abord l'épisode des interrogations sur la santé de Biden, qui n'est pas nouveau, mais qui a été vu en Mondiovision lors du sommet de l'OTAN, où on a vu un Biden très affaibli, sujet de lapsus irréel, et tout le monde s'est posé la question. D'ailleurs, juste après, il y a eu des réticences de la part de sénateurs du camp démocrate. On n'a jamais remis en cause la santé de Biden parce que c'est un sujet très sensible aux États-Unis et dans les camps démocrates. Oui. Et il y a eu aussi des soutiens très importants comme l'acteur George Clooney, qui est un des plus grands soutiens des démocrates et de Biden, qui a fait plusieurs poussées de fonds en faveur de Biden, qui remettent tous en cause sa légitimité en tant que président. C'est très important, je pense que c'est historique, ça n'a jamais eu lieu durant l'histoire des États-Unis. Et donc il y a enfin l'image, je dirais que c'est une image iconique, un candidat à la présidence qui est visé par une tentative de meurtre, d'assassinat, qui échappe à cette tentative de meurtre, et au moment où les services de sécurité viennent pour l'évacuer, il marque un temps d'arrêt et il lève le poing pour marquer sa résistance et sa force. On sait que Trump joue beaucoup sur tout ce qui est communication, à travers ses tweets, à travers son côté qui n'est pas vraiment dans la réelle politique, dans le respect de l'image, etc. Mais je pense que cette image va forger l'image d'un leader puissant, d'un leader quasi messianique. Et je pense qu'à mon avis, l'élection est scellée avec cet événement, avec ce qui s'est passé auparavant, avec on va dire, l'image de Biden qui pâtit beaucoup et qui fait que ses plus importants soutiens sont en train de se rétracter. Bon, cela dit, on a jusqu'au mois de novembre, hein, et il peut encore se passer beaucoup de choses d'ici là, avant de dire que c'est plié. Mais
Il a gagné des points. Hein. On Voilà. l'a vu d'ailleurs dans les sondages qui le donnaient déjà favori. Oui, Mais là, l'écart s'est creusé déjà après le sommet de l'OTAN et les interventions quand même surréalistes, vous l'avez dit, du président Biden. Mais là, l'écart se creuse vraiment. Mais est-ce que selon vous, c'est plié, colonel Saud? La politique n'a jamais été une science exacte. Donc, Oui. Il y a encore 3 ou 4 mois, on ne sait pas. Vous savez, c'est des symboles, c'est de la communication qui peut forger inévitablement. Il y a un dividende électoral de gagner. Ça, c'est incontestable. Les sondages le donnent parce que c'est une bête politique doublée d'une bête médiatique. Imaginez-vous, quelqu'un d'autre n'aurait pas fait ça. Mais lui, il a l'habitude. Il est dans les difficultés tout le temps et il s'en tire. J'y reviendrai. Le point qui vient d'être évoqué, ça restera dans les annales des États-Unis. Et vous savez, les Américains, ils aiment Rambo. Hein? Rambo est aimé aux États-Unis. On aime les héros, on aime les protecteurs. Là, dans la difficulté... Il a été d'ailleurs accueilli en héros à la Convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin aujourd'hui. Inévitablement. C'est un monsieur qui a su transformer une crise en une opportunité politique extraordinaire avec tous les gains électoraux qu'il y a. Il y a le sacrifice, l'héros. C'est un héros, et inévitablement, sur lequel un peuple peut compter. C'est ça la symbolique qu'il veut véhiculer à bon escient. Oui. Alors, à bon escient. Et il y a une autre actualité, et là j'interpelle Calvin Dark dessus, c'est cette juge qui drop the charges, qui donc annule les charges retenues contre le président Trump. C'était inattendu, mais encore une fois, coïncidence, au hasard du calendrier, ça vient au lendemain de cette tentative d'assassinat. Dites-nous plus sur cette affaire, Calvin Dark, et comment, finalement, il y a encore un autre obstacle qui vient d'être évacué pour laisser libre champ, finalement, à Donald Trump vers la Maison-Blanche. Oui, c'est pour ça que ici aux États-Unis, Donald Trump s'appelle Teflon Don, c'est-à-dire les faits de Teflon, rien colle sur Donald Trump. Et ça, c'est vrai. Et ce que la juge a fait, il y a une connexion avec le chaos politique qui existe ici aux États-Unis avec la Cour suprême. Pourquoi? Dans la décision d'il y a 2 semaines, sur l'immunité du président, un des juges, le plus conservateur, juge Clarence Thomas, dans son opinion, il a dit il n'y avait pas une question sur le procureur du gouvernement sur des procès contre les présidents. Mais il a dit, en plus de mon opinion, j'ai une autre opinion sur cette question, si c'est permissible ou non de nommer un procureur sans l'approbation du Congrès. C'était très bizarre à cette époque parce que ça n'a rien à voir avec le cas devant le cour. Et c'est aujourd'hui que la juge, nommée par Donald Trump, elle a dit « J'ai lu la décision et l'opinion de la Cour suprême et je cite ce que le juge Clarence Thomas a dit. Alors, il y avait cette conspiracy theory que la Cour conservateur, très proche de Donald Trump, envoyait des messages aux juges, au système légal pour aider Trump. Et ça, c'est l'évidence. Et le problème, c'est que c'est probable que ça va arriver à la Cour suprême. Et maintenant, la Cour suprême est la Cour suprême de Donald Trump. Et ça contribue à la tension politique et le manque de confiance qu'on a dans notre système juridique et politique. Oui, juridique et politique.
Oui, colonel Saud. Il faut souligner aussi que la Et Cour géopolitique aussi, hein, ne l'oublions pas. Sur les 9 juges, il y en a 6 qui sont des républicains. Il faut pas et c'est à la faveur du président Trump. Ce que je voudrais ajouter, c'est que l'acharnement médiatique, l'acharnement juridique, les affaires, la presse, je pense que cette tentative d'assassinat, je pense que toutes ces affaires-là vont partir dans la case perte et profit. Et d'ailleurs, il a demandé à ce que toutes les poursuites contre lui soient annulées. Il en reste encore quelques. Donc, il gagne des points, inévitablement, et je pense que même la campagne de Biden commence quand même à s'essouffler, et peut-être que certains pourvoyeurs de fonds sont en train d'hésiter. Pour donner de l'argent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours la convention qu'on va attendre en août, le 19 août, oui. 19 ou 22, c'est ça, pour les démocrates, pour qu'ils désignent leur candidat, soit ils confirment Joe Biden comme candidat à sa propre réélection, soit ils devraient peut-être aussi nommer quelqu'un d'autre. On n'a pas vraiment de liste, si. On parle de Kamala Harris, vice-présidente, oui. C'est la plus en vue, jeune, magistrate et tout ça. Et puis, elle connaît la maison. Je pense que c'est une bonne candidate, sauf que aussi, il faut dire que la société américaine est aussi machiste qu'ailleurs. Vous confirmez, Calvin Dark? Vous confirmez sur le machisme. On ne pourra pas voir une présidente américaine, une femme à la Maison-Blanche? Pas tout de suite, peut-être? Oui, c'était le problème avec Hillary Clinton. Je comprends que si on a des différends politiques avec Hillary Clinton, mais son CV, c'était mieux qu'aucun homme comme candidat et elle a perdu. Et je crois que un de mes collègues a dit que Donald Trump présente cette image d'être fort. Un de ses invités pour la conférence, c'est le champion de la chaîne de la lutte. Il est lutteur fameux. Il fait ça parce que ça marche avec les électeurs. Et la peur que j'ai, je crois que c'est pas encore terminé cette discussion sur le remplacement de Joe Biden. Mais le problème, c'est que techniquement, financièrement, politiquement, ça doit être Kamala Harris. Et je ne sais pas si les électeurs américains cherchent la force, s'ils pouvaient voir la force dans une femme. Moi, je crois que oui, mais peut-être je ne suis pas l'électeur moyen aux États-Unis. Alors, ce qui est intéressant aussi, juste pour clore ce dossier de la tentative d'assassinat, c'est la presse, et c'est comment la presse a traité du sujet. On voit que pour certains médias, alors que tous les médias du monde, et notamment sur les réseaux sociaux, on a vu que c'était une tentative d'assassinat, refusaient de parler de tentative d'assassinat. Pourquoi? Parce que, il y avait au début des conspiracy theories sur c'était vrai ou non, parce qu'il n'y a pas de confiance dans nos leaders. Mais quand on a vu que c'était réel, et maintenant, qu'est-ce que c'est la motivation? La question change au comment est-ce que, parce que le but de campagne Biden, le but des démocrates, c'est le début de la campagne. Si l'élection est un référendum sur le bilan de Biden, il va perdre, sans doute. Mais si le focus de l'élection, c'est la comparaison avec Trump, avec le premier mandat de Trump, ses chaos, ses mots, ce racisme, tout ça, si ça, c'est la comparaison, Biden, il peut gagner. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va faire la comparaison sans culpabiliser le victime? Et ça, c'est vraiment un challenge. Je ne sais pas si les démocrates peuvent surmonter ce challenge. Oui, un gros challenge, c'est de surmonter aussi les sondages. Selon le sondage New York Times, Siena College, eh bien, en Pennsylvanie, là même où Donald Trump a été visé, cible d'une tentative d'assassinat,
eh bien, il gagnerait. Biden dépasserait Trump de 4 points en Pennsylvanie et en Virginie aussi. Source Reuters, bon, ça reste des sondages. C'est un État important aussi. Oui, absolument. C'est des swing states, comme on les appelle. Mais une chose est sûre, c'est ces déclarations du président Biden la semaine dernière à Washington, lors du sommet de l'OTAN. Ils ont vraiment fait elles ont eu des retombées et sur le camp démocratique. Absolument. Mais alors, justement, pour clore sur ce 75e anniversaire de l'OTAN, outre ce qu'on pouvait retenir finalement, ces déclarations du président Biden n'ont-elles pas évincé l'essentiel de ce qu'on pouvait retenir de ce sommet de l'OTAN? Oui, bien sûr, ça a focalisé toute l'attention. Je vous permettrai une petite parenthèse sur la question de la qualification de... Juste un petit mot pour clore le sujet. Les Américains ont toujours tendance à éviter, à travers les médias, etc., l'effet de psychose. On sait que cet événement n'est pas anodin, mais tous les analystes s'accordent à dire que c'est un acte terroriste, tout simplement parce que l'acte terroriste a 3 fondements. D'abord, c'est un acte violent. L'acte violent, c'est une tentative de meurtre. La motivation, elle est soit d'ordre religieux ou idéologique. Là, elle est idéologique. Et l'objectif... On ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas. On ne sait pas encore si c'est idéologique ou autre chose. C'est l'enquête. C'est ce que, en général, les médias occidentaux, quand on a quelqu'un qui fait, on dit peut-être que c'est une personne qui a des troubles psychologiques. Alors, à l'heure où nous parlons, à peine 70% de ces appels téléphoniques ont été analysés par les services américains. Donc, on ne peut pas vraiment conclure que est-ce qu'il a des problèmes psychiatriques ou est-ce qu'il est plutôt engagé dans une cause politique. Mais dans le cas où il n'a pas de troubles psychologiques, la motivation est d'ordre idéologique, on est d'accord. Oui, mais on ne sait pas encore. On ferme cette parenthèse. Et pour parler maintenant du sommet de l'OTAN, comme vous avez dit, toute l'attention a été focalisée. C'est un sommet qui était attendu sur 3 jours, avec 32 pays. Le contexte géopolitique mondial fait que, avec toutes les crises et les tensions actuelles, le sommet de l'OTAN est très attendu parce qu'il regroupe les principales puissances militaires mondiales, si on fait exception de la Chine et de la Russie. Donc les conclusions étaient attendues. Bien sûr, on sait que l'acteur principal de l'OTAN, c'est les États-Unis. On sait que les États-Unis s'attendent à des élections très importantes qui vont déterminer le futur du soutien américain, soit en faveur du camp ukrainien. Bon, le soutien va rester, mais c'est la nature. On a annoncé 40 milliards sur les 2 prochaines années. C'est la nature du soutien, c'est le poids financier qui pourrait changer. On sait que dans sa campagne, Trump a toujours dit que les États-Unis, d'abord, sont les principaux pourvoyeurs d'armement pour l'OTAN, mais qu'il demande en contrepartie une contribution plus forte de tous les pays participants. C'est réglé. Il demande à ce que... 23 pays ont déjà atteint plus de 2%. Il en reste 3 ou 4 qui sont à moins de 2, dont l'Allemagne. Mais juste pour dire que Trump a dit à la fin de sa présidence, comme condition, qu'il retirait, pas le soutien de l'OTAN, mais tant que les pays ne mettraient pas assez de soutien, qu'il ne serait pas... Parce qu'il refuse que les États-Unis soient le porte-drapeau, le porte-étendard, le fournisseur en armement de l'OTAN. Donc une question se pose qui va avoir son... On va dire, on aura la synthèse de tout ça après l'élection. Et donc, comme vous avez dit, à côté de tout ça, l'Ukraine a eu une part de ces revendications qui ont été, auxquelles on a répondu de manière favorable, avec un soutien de 40 milliards. Les Ukrainiens demandaient un soutien en avions de chasse. On sait que c'est la capacité aérienne qui manque aux Ukrainiens. Oui. Et donc, ils ont eu des signaux positifs, mais comme vous l'avez dit, tout ça a été éclipsé par une allocution de 1 minute ou 1 minute 30 avec ces fameux lapsus qui a malheureusement focalisé tout l'intérêt de tous les médias. Qui a focalisé tout l'intérêt et donc il y a les 40 milliards d'aides pour l'Ukraine qui sont confirmées, l'adhésion et surtout cette décision aujourd'hui qui a été annoncée aujourd'hui par l'Allemagne qui va ouvrir un centre de commandement, ça a été évoqué plusieurs fois, on l'a même évoqué sur ce même plateau, mais là c'est confirmé, l'Allemagne prend le lead. Qu'est-ce qu'un centre de commandement pour aider l'Ukraine qui va être basé en Allemagne? C'est la formation, le soutien logistique
Tout ce qui peut faire un renforcement capacitaire, comme on l'appelle dans le jargon. Et parce que l'Allemagne est hésitante, elle est hésitante quand même, ça permet de booster un peu son engagement. Mais est-ce qu'il y a un défi sécuritaire aujourd'hui, outre que l'Ukraine? C'est pour ça qu'on veut peut-être augmenter cette capacité de réponse de Tout à fait. Il y a ce qui figure dans le communiqué final, ce qu'ils appellent l'approche 360 degrés. Beaucoup de gens, pour expliquer, c'est terre, air, mer, espace, cyberespace, espace sous-marin. C'est une nouveauté. On a introduit aujourd'hui, dans cette dernière conférence au sommet, les câbles sous-marins, parce que c'est une menace stratégique globale et pour tout le monde. Et on l'a vu avec les Houthis, les menaces des Houthis, absolument. Les gazoducs, etc. Et qui risquent de couper Internet au monde entier, parce qu'il y a un câble principal. Et les transactions mondiales. Bab el-Mandeb. $1 milliard jour. Et donc, on a fait quand même, ils ont bien fait de soulever le problème de la menace sur les câbles sous-marins. Et puis, évidemment, on a mentionné la Chine, qui est de la Russie. Et ça, c'est pas anodin. Et deux menaces maintenant, la Russie et évidemment la Chine. Et il y a certainement un clin d'œil par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient, notamment à Gaza. Quel détail justement sur les détails du plan proposé pour la paix à Gaza, en sachant que hier encore, énième tentative de cessez-le-feu et de négociations qui sont encore une fois tombées à l'eau entre le Hamas et Israël. À cause de l'attaque qu'il y a eu sur un hôpital, et ils étaient à la recherche de leaders, notamment Deif et le président de la branche militaire de Khan Younis. Visiblement, ça n'a pas marché, sauf peut-être que le second est mort. Mais vous savez, les Israéliens, pour une cible majeure, les dégâts collatéraux ne comptent pas. Et c'est un crime de guerre et c'est un crime contre l'humanité qui a été encore recommis. Au lendemain de ce plan proposé pour la paix à Gaza par l'OTAN. Le Hamas a abandonné. Bon, mais on est encore quand même... on doit attendre parce que vous pouvez démembrer le Hamas, mais vous ne pouvez jamais tuer une idéologie parce que ça se transmet et c'est dommage qu'on n'arrive pas encore à régler ce problème qui risque d'influencer sur la sécurité régionale, qui est quand même une région sensible pour le monde, pour la sécurité énergétique. C'est nouveau que le Proche-Orient figure dans l'ordre du jour, ou en tout cas dans la déclaration finale d'un sommet de l'OTAN. Avant, oui, mais pas de manière aussi affirmée. Oui. Parce qu'il y a un risque. Et l'OTAN sait qu'il y a un risque dans cette région-là d'embrasement. On est à la merci de l'irrationalité des uns et des autres. L'Iran continue à être une menace. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition que Gaza serait effectivement contrôlée ni par le Hamas, ni par Israël, mais plutôt par les États-Unis et quelques pays arabes dits neutres? Ça fait partie un peu des propositions un peu irréalistes de mon point de vue. Oui. Israël a quitté Gaza, ça fait très longtemps. Il n'est pas question... Non, il n'est pas question que ce soit justement Israël. Oui, mais ça, il est question que ce soit les États-Unis et d'autres pays arabes qui assureraient un peu la gestion de la bande de Gaza. Je ne sais pas si ça tient la route. Et de mon point de vue, c'est pas évident. Oui. Un mot sur justement ce sommet de l'OTAN. Est-ce que finalement, les Américains eux-mêmes, Calvin Dark, se soucient de ce qui se passe là-bas? Comment est l'opinion publique par rapport à ce sommet du 75e anniversaire de l'OTAN, donc qui s'est tenu la semaine dernière à Washington, et surtout qu'on a annoncé encore donner beaucoup plus d'aide, notamment financière, à l'Ukraine? Comme mes amis marocains disent, après la conférence de presse de Joe Biden,
quand j'ai parlé ici à Washington, on a suivi tous les mots du président pour voir s'il a la capacité, mais aussi sur la politique. Vous n'aurez pas dû peut-être, hein, parce qu'il y a de quoi avoir le moral dans les chaussettes en suivant les déclarations de Joe Biden lors de l'OTAN. Oui, exactement. Et quand j'ai parlé, par exemple, avec mes cousins en Caroline du Nord, ils ont dit, oui, j'ai regardé la conférence de presse, le président a appelé le vice-président Kamala Harris, vice-président Trump, et ils ont changé la chaîne. Et c'est, pour les Américains, ça c'était la fin pour cette conférence de presse. Deuxième chose, Trump et les républicains utilisent ces efforts de Biden pour l'OTAN contre lui. Ils disent que oui, c'est bien académique que Biden essaie d'aider les leaders en Europe, mais il faut la priorité soit le peuple américain avant de protéger les frontières en Ukraine, protéger les frontières avec le Mexique. Je comprends que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais ce message, c'est bien reçu par les Américains des républicains. Et la troisième chose, c'est évident que Biden et la Maison-Blanche, ils se rendent compte que les chances pour Biden de gagner, c'est encore pire. Alors, ils essaient de faire des backup plans. Toutes les choses que Biden a annoncées comme des efforts, des engagements de 5-10 ans, des efforts de collaboration, il a fait sans l'approbation du Congrès. Pourquoi? Ils essaient de faire un backup à Donald Trump parce qu'il sait que si Donald Trump est réélu, il peut tout défaire, mais s'il commence, ça va être difficile de défaire. Alors, il fait un backup pour Donald Trump. Et ça, c'est évident pour les démocrates et ça, c'est bon pour le moral, pour l'optimisme que Biden peut gagner. Biden peut gagner. Pourquoi Biden s'obstine-t-il à se présenter à cette élection présidentielle? Moi, je crois que c'est l'arrogance. Mais à l'essentiel, moi, je pense que Biden et les leaders du Parti démocrate, chaque matin, ils se réveillent et ils refusent à croire que Biden perd l'élection à un criminel, à quelqu'un comme Donald Trump. Ils ne peuvent pas le croire. Quand Biden, quand il parle, quand la campagne, il envoie des messages, c'est comme si les Américains savent ce que Trump a fait, ce qu'il veut faire. Biden va gagner. Mais mon message à mes amis démocrates, c'est oui, les Américains, nous connaissons Donald Trump. Et la moitié du pays, ils sont OK avec ce qu'il veut faire. Il faut offrir une autre vision. Le seul message de campagne Biden, c'est « je ne suis pas Donald Trump ». Et en ce moment, ça, ce n'est pas le message gagnant pour les élections. Exact. Mais ce qui est sûr, il sortira, qu'il sort gagnant aussi, d'abord de cette convention qui se tient pendant quelques jours et qui a commencé donc aujourd'hui lundi à Milwaukee au Wisconsin, il va sortir gagnant de cette convention. Ce sera à 99,99%. Il sera candidat, il représentera les Républicains dans cette course à la présidentielle. Il sort de cette tentative d'assassinat quand même renforcée et par les plus religieux, puisqu'on parle d'appartenance religieuse, mais aussi ceux qui voient en lui un retour de la grandeur de l'Amérique. Il va aussi annoncer le vice-président. Là, il y a beaucoup de noms qui circulent, mais aucun n'est encore officiel à l'heure où nous tournons cette émission. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y aura encore des surprises en attendant ce fameux novembre, ce mois de novembre qui va changer beaucoup de choses pour les Américains, mais aussi pour toute la planète après cette élection présidentielle. Voilà, c'est ainsi que touche à sa fin cette émission. Je voudrais vous réitérer mes remerciements. Colonel Saoud, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Calvin Dark, merci de commenter avec nous et pour nous l'actualité chaude aux États-Unis. Et puis nous reviendrons certainement à vous pour suivre aussi cette post-convention républicaine. Merci, Calvin. La shukran ala wajhi. Marhaba, barakallahu fik. Voilà, c'est la fin de Question d'actu. Très bonne soirée.